Je crus d'abord que je rêvais encore. C'était la seule explication sensée dans ces premières secondes. Planté dans ma cuisine, tasse de café à mi-chemin des lèvres, je fixais ma fille de 4 ans, qui tenait la patte d'un lynx roux sauvage. La lumière du matin faisait ce qu'elle fait toujours dans la montagne, douce et dorée à travers les pins. Pendant un battement de cœur, toute la scène ressemblait comme sortie d'un livre d'images. Sauf que les livres d'images ne vous montrent pas le frisson glacé qui vous traverse quand vous réalisez que l'animal sur le pas de votre porte possède des griffes faites pour déchirer la chair. Émilie souriait. C'est ce dont je me souviens le plus. Pas la fourrure fauve du lynx, ni ses immenses yeux dorés, même si je les ai encore gravés dans la mémoire comme une photo. Non, c'était le visage de ma petite fille, illuminé par cette joie pure que seuls les enfants connaissent, celle qui ignore encore la peur. Elle avait sa petite main, enroulée autour de ce qui ressemblait à la patte du lynx, et elle tirait doucement, comme elle me tirait pour me montrer un papillon ou un nid d'oiseau, guidant ce prédateur à l'intérieur de la maison, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Le lynx ne s'enfuit pas. Ce fut la première chose qui perça mon choc. Il aurait dû détaler dès qu'il m'avait vu. Les animaux sauvages ne restent pas calmes dans la cuisine d'un inconnu. Ils ne se laissent pas tenir la patte par une petite fille. Ils ne regardent pas un adulte avec quelque chose qui n'était ni pure curiosité, ni pure méfiance, mais un parfait entre-deux. Il resta simplement là, à côté d'Émilie, son corps musclé détendu, la queue immobile, à l'observer, en attente. Ma petite n'avait pas ramené un chat errant. Elle avait ramené la sauvagerie même, et celle-ci me regardait comme si elle demandait la permission de rester. Nos matins n'étaient pas censés se dérouler ainsi. Nous avions déménagé dans ce village de montagne 3 ans plus tôt, juste après le premier anniversaire d'Émilie, en quête de cette paix qu'on ne trouve pas en ville. Celle où le plus gros souci est d'avoir oublié d'acheter du lait, pas de voir sa fille franchir la porte avec un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Notre chalet est au bout d'un chemin de gravier, entouré de pins ponderosa et de sapins de Douglas, l'endroit où l'on entend le chant des oiseaux plutôt que la circulation, où l'air sent la résine et la terre. Calme, sûre, prévisible, Émilie avait toujours été attirée par les animaux. Dès qu'elle avait su marcher, elle trottinait derrière tout ce qui bougeait. Tamias, écureuils, les biches qui traversaient parfois le jardin au crépuscule. Je la retrouvais assise en tailleur dans l'herbe, parlant aux rouges-gorges de sa voix sérieuse de tout petite, leur racontant des histoires que je ne comprenais pas tout à fait. Elle chipait des biscuits dans le placard pour les ratons laveurs, pleurnichait quand les papillons s'envolaient trop vite. Ma femme disait qu'Émilie avait un don, que les animaux sentaient sa douceur, comme les fleurs sentent le soleil. Mais là, c'était différent. J'étais réveillé depuis 20 minutes à peine, juste le temps de lancer le café et de regarder la brume se dissiper dans la vallée. La bouilloire cliquait encore en refroidissant. J'avais entendu la porte de la chambre d'Émilie grincer. Elle se levait tôt, comme toujours, et le doux bruit de ses pieds nus sur le parquet. Je m'attendais à ce qu'elle vienne me rejoindre, grimpe sur mes genoux, réclame des crêpes ou veuille chercher des pommes de pin, des choses de 4 ans, des choses normales. Au lieu de ça, j'entendis sa voix depuis le porche, haute et douce, ce ton qu'elle réserve aux créatures blessées. « Ça va, tu es en sécurité maintenant. Viens. » Je posai ma tasse et marchai vers la porte, m'attendant à un oiseau à l'aile cassée ou un écureuil désorienté. La porte était déjà ouverte. Elle avait dû la déverrouiller toute seule,
malgré les 1000 fois où on lui avait dit de ne pas le faire. La lumière du matin entrait à flots, faisant briller ses cheveux blonds comme une auréole. C'est là que je vis ce qui se tenait derrière elle. « Papa, regarde qui j'ai trouvé. » Sa voix débordait de fierté, totalement dénuée de peur. Elle se tourna complètement vers moi, et le lynx bougea avec elle, presque synchronisé, comme s'ils avaient répété l'entrée. Mon cœur ne sauta pas un battement. Il s'arrêta net. Tous mes instincts hurlaient « Attrape-la, éloigne-la, mets-toi entre ton enfant et cet animal qui peut la tuer avant que tu aies fait 2 pas. » Mais je restais figé, parce que quelque chose clochait dans le tableau. Les immenses yeux ambres cerclés de blanc du lynx ne me suivaient pas comme une proie. Ils ne calculaient pas. Ils étaient fatigués, presque implorants. Et son corps, maintenant que je le voyais clairement dans la lumière, était trop maigre. Côte visible sous la fourrure tachetée, rêche, poussiéreuse, bavure près des reins. Ce n'était pas de la peur que je lisais dans ses yeux. C'était de la confiance. Et ça m'effrayait plus que n'importe quelle agressivité, parce que cette confiance signifiait que cet animal avait perdu quelque chose d'essentiel. Une frontière entre sauvage et humain qui n'aurait jamais dû être franchie. Quelque chose avait très, très mal tourné dans la vie de cette créature. Assez mal pour qu'elle suive une enfant jusqu'à la maison. Assez mal pour qu'elle reste là, à attendre qu'on décide de son sort. Émilie fit un pas vers moi. Le lynx calqua son mouvement, restant collé à son flanc, comme une ombre, comme un gardien. Je retrouvai ma voix, un murmure à peine audible. « Émilie, ne bouge. Plus ?» Elle s'arrêta, perplexe. Son sourire vacilla légèrement, mais je ne la regardais plus. Je fixais les oreilles du lynx, dressée et attentive, sa respiration régulière et profonde, la façon dont il soutenait mon regard sans défi, sans soumission, juste, en attente, que je comprenne quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Et puis, tandis que mon cœur cognait contre mes côtes et que mes mains tremblaient d'adrénaline, le lynx prit sa décision. Il franchit le seuil de la maison. La lumière du matin l'accompagna, accrochant des reflets sur sa fourrure. Et dans cet instant, avant que tout bascule, avant que je doive choisir entre appeler les secours ou faire confiance à l'instinct de ma fille, je lus la vérité dans ses yeux épuisés. Ce n'était pas un prédateur en quête de proie. C'était une âme perdue en quête de foyer. Mon corps bougea, avant que mon cerveau suive. Je traversai la cuisine en 2 enjambées, prêt à saisir Émilie et à l'éloigner de ses griffes, de ses crocs. Mais au moment où ma main toucha son épaule, le lynx fit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il s'assit. Tout simplement, il plia les pattes arrière sur notre paillasson. Sa queue s'enroula autour de ses jambes, et il émit le son le plus doux du monde. Ni miaulement, ni grondement. Un grondement rauque, hésitant, presque un ronronnement. Le genre de son qui ne demande rien. Il disait juste « Je suis là, je suis fatigué ». Elle ne représente pas une menace. Toutes les émissions de chasse, tous les documentaires animaliers, tous les panneaux d'avertissement au départ de sentiers me criaient d'avoir peur. Mais là, la petite épaule de ma fille sous ma paume, cette créature sauvage, assise à moins d'1 mètre, l'épuisement gravé dans chaque ligne de son corps, je ne trouvais plus la peur, seulement une douleur proche du chagrin. Émilie leva vers moi ses grands yeux bruns, ceux qui me font céder à tout. Elle chuchota, comme si elle craignait de réveiller un rêve. Papa, près du grand arbre. Je crois qu'elle a faim. Le grand arbre, le vieux pin ponderosa, au bord de la propriété, celui dont les racines forment des sièges et des cachettes. À 200 mètres de la maison à peine, ce lynx était resté là, assez près pour sentir l'odeur du petit déjeuner.
assez près pour entendre la voix d'Émilie avant même que je sois complètement réveillé. Et au lieu de fuir ou de se cacher, il avait laissé ma fille s'approcher, avait laissé voir sa souffrance. Ça, je m'agenouillais lentement, me plaçant entre Émilie et le lynx, mes gestes délibérés. Ses yeux dorés me suivirent, mais son corps resta détendu. De près, je vis mieux ce que le pelage n'était pas seulement poussiéreux. Il était emmêlé par endroits, comme après des jours, des semaines de voyage difficiles, de petites griffures sur les épaules, celles qu'on se fait dans les broussailles, et ces côtes, mon Dieu, ces côtes, ça y est, comme les touches d'un piano. Mais ce furent puis les yeux qui me retinrent. Les animaux en souffrance détournent généralement le regard, se font petits, prêts à fuir ou à se battre. Ce lynx me regardait avec un mélange d'épuisement et d'espoir, comme s'il cherchait quelque chose depuis longtemps, et n'était plus sûr d'avoir trouvé, mais trop fatigué pour continuer à chercher. Je m'entendis parler, de cette voix basse et calme que je prends quand Émilie fait des cauchemars. Tout va bien, personne ne te fera de mal. Émilie se faufila sous mon bras, et, avant que je puisse l'arrêter, elle s'assit par terre, jambes croisées, comme quand elle parle aux oiseaux. Les oreilles du lynx pivotèrent vers elle, totalement concentrées. Mon cœur battait dans ma gorge, mais je me forçais à rester immobile, à regarder, à laisser cet instant impossible se dérouler. « On peut lui donner à manger ?» demanda Émilie sans quitter le lynx des yeux. Elle a l'air si triste. Toutes les parties rationnelles de mon cerveau hurlaient, appellent les autorités, fait sortir cet animal sauvage avant qu'il arrive malheur. Mais une autre voix, plus discrète, celle qui ressemblait à celle de ma femme, murmurait « Et si elle a besoin d'aide? Et si nous étions les seuls à pouvoir la lui donner ?» Je me levai lentement, me dirigeai vers le frigo en gardant des gestes prévisibles, non menaçants. Il restait du poulet d'il y a 2 soirs. J'en arrachai un morceau, le posai sur une assiette. Puis, je fis quelque chose qui violait sans doute une dizaine de règles de sécurité animale. Je fis glisser l'assiette par terre vers le lynx. Il ne bondit pas, n'attaqua pas. Il regarda le poulet, puis moi, puis Émilie, calculant quelque chose que je ne comprenais pas. Puis il avança le cou, saisit délicatement la viande entre ses dents. Il mangea lentement, comme s'en souvenant à peine. Émilie joignit les mains, les larmes aux yeux. Elle était heureuse. Je saisis mon téléphone sur le plan de travail, les mains tremblantes, et cherchai le numéro du centre de sauvegarde de la faune locale. Je savais que ce n'était pas normal, qu'il y avait quelque chose de profondément anormal pour qu'un lynx roux agisse ainsi. Pendant que j'attendais qu'on réponde, je regardais Émilie se rapprocher un peu, regardais le lynx finir, lécher ses pattes avec sa langue rose rugueuse. Sauvetage faune de montagne. Une voix féminine. « En quoi puis-je vous aider ?» J'expliquai, en essayant de rester calme et factuel. Jeune lynx dans ma maison, non agressif, semble dénutri. Long silence à l'autre bout du fil. « Monsieur, il faut immédiatement éloigner votre fille. »« Elle va bien ?» répondis-je, en regardant Émilie chuchoter quelque chose qui fit frémir les oreilles du lynx. « Ça fait 20 minutes qu'il est là. Aucune agressivité. » Nouveau silence. « Les lynx ne font pas ça, monsieur Martin. Si elle n'est pas agressive, c'est que quelque chose ne va vraiment pas. Restez calme, contenez-la si possible. On arrive dans l'heure. Après avoir raccroché, je remplis un bol d'eau et le plaçai près de l'assiette. Le lynx but longtemps, sa langue rose lapant régulièrement. Il n'avait probablement pas bu d'eau propre depuis des jours. Quand il eut fini, il regarda de nouveau Émilie, puis il se rapprocha d'elle. « Papa, elle veut dire merci », souffla Émilie.
le lynx s'installa à environ 60 centimètres de ma fille, le corps détendu en boule comme un chat domestique, les yeux mi-clos, et le ronronnement reprit, plus fort, pas exactement de contentement, mais de soulagement, comme s'il retenait son souffle depuis des semaines et pouvait enfin expirer. Ce fut le moment où notre maison cessa d'être ordinaire. Je tirai une chaise et m'assis, téléphone à la main, au cas où, mais au fil des minutes, tandis que le soleil montait et remplissait la cuisine de lumière chaude, quelque chose changea dans l'air. La respiration du lynx devint plus profonde, plus régulière. Émilie se mit à fredonner une de ses chansons inventées, celle qu'elle chante à ses peluches le soir. Et je me surpris à ne plus avoir peur, seulement à être troublé, triste et étrangement honoré. Cette créature nous avait choisis. Parmi toutes les maisons, toutes les personnes, elle avait suivi la voie de ma fille, fait confiance à son innocence, franchi notre porte comme on rentre chez soi. Je me levai et m'approchai pour l'examiner plus attentivement. C'est là que je le vis. Une fine ligne autour de son cou, à peine visible sous la fourrure, ni récente, ni ancienne. Un cercle de poils légèrement aplati. Mon estomac se noua. « Émilie, viens ici une seconde. » Elle se leva à contre-cœur. Je la guidai de l'autre côté de la cuisine. Le lynx nous observa sans bouger. Je murmurai. « Je crois que quelqu'un s'occupait d'elle autrefois. Tu vois cette marque? C'est un collier. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. Quelqu'un l'avait comme animal de compagnie? Peut-être. Ou alors elle était en réhabilitation. Dans tous les cas, elle n'est pas totalement sauvage. Elle connaît les humains. Et cela changea tout. Ce n'était pas un animal sauvage faisant un choix étrange. C'était un animal perdu qui cherchait à retrouver quelque chose de familier, de sûr. On l'avait abandonnée, et elle errait dans ces montagnes, à la recherche de ce qu'elle avait connu. Une famille. L'équipe de sauvetage arriva dans un van blanc marqué « Sauvetage faune de montagne ». Je les vis depuis la fenêtre. Une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris-argent, en queue de cheval, pratique. Et un jeune homme portant une grande caisse de transport et une boîte à outils. Ils bougeaient avec l'efficacité tranquille de ceux qui ont fait ça, 100 fois. Je les accueillis avant qu'ils ne frappent. Un doigt sur les lèvres. Elle dort, ma fille est avec elle. La femme, docteur Sarah Chevalier, sur son badge, haussa les sourcils mais hocha la tête et me suivit. Ils s'arrêtèrent net en voyant la scène. Émilie adossée au placard, un livre d'images sur les genoux, et à moins d'1 mètre le lynx roulé en boule, dormant profondément, le museau paisible. Docteur Chevalier s'accroupit lentement, examina le lynx avec un regard professionnel. Elle prit des photos, puis leva les yeux vers moi, l'air indéchiffrable. Depuis combien de temps est-elle là? 2 heures et demie environ, aucun signe d'agressivité. Elle a mangé du poulet, bu beaucoup d'eau, puis s'est installée. Elle secoua lentement la tête. Ce n'est pas du tout le comportement normal d'un lynx roux, monsieur Martin. Pas du tout. Le jeune homme, Marc, sortit un lecteur de puces électroniques. Docteur Chevalier expliqua. Si elle a été élevée en captivité ou en programme de réintroduction, elle est pucée. Elle s'approcha avec précaution, laissa le lynx sentir son odeur, posa doucement la main sur son épaule. Le lynx ouvrit les yeux, me fixa un instant, puis les referma. Marc passa le lecteur. Un bip, 2 bips, puis un son long. « Elle est pucée », dit docteur Chevalier, la voix tendue. Marc consulta sa tablette. Après un silence qui parut éternel. Elle s'appelle Willow, née en captivité il y a 4 ans dans un centre du Montana. Élevée par des humains dès 2 semaines, transférée dans un programme de réintroduction qui a perdu son financement. Ils l'ont relâchée prématurément il y a 6 mois.
Je sentis mon cœur se serrer. Ils l'ont lâchée avant qu'elle soit prête. Docteur Chevalier acquiesça, le visage sombre. Ces animaux ont été imprégnés par les humains. Ils associent l'homme à la sécurité, la nourriture, l'abri. Et puis on les jette dans la nature, sans les outils pour survivre. Certains s'en sortent, d'autres reviennent chercher ce qu'ils ont perdu. Je regardais Émilie et le lynx endormi. Donc quand ma fille l'a trouvée en pleurs près de l'arbre, elle était au bout du rouleau. Mal nourrie, déshydratée, épuisée. Et elle a entendu la voix de votre fille. Peut-être que ça lui a rappelé ses soigneurs, ou qu'elle a simplement su qu'une petite humaine signifiait gentillesse. Elle a choisi de faire confiance. Docteur Chevalier me montra les données sur son téléphone. On va l'emmener, la soigner. Vu son passé, elle ne pourra plus être relâchée. Elle n'a pas toutes les compétences. Et maintenant elle sait que s'approcher des humains lui donne nourriture et sécurité. Ce serait une condamnation à mort dans la nature. Elle vivra donc en sanctuaire. Je hochai la tête, la gorge nouée. Cette créature magnifique, née entre des mains humaines, élevée dans la confiance, puis abandonnée, allait passer sa vie dans un enclos parce que nous avions échoué à chaque étape. Je retournai auprès d'Émilie. Ma chérie, les messieurs dames vont l'emmener pour la soigner. Son visage se décomposa. Mais elle nous a trouvés. Je sais, mon cœur. Mais elle a besoin de soins spéciaux, de médecins pour animaux sauvages. Ils vont bien s'occuper d'elle, je te le promets. Émilie pleura. Willow reçut une légère sédation, fut placée délicatement dans la caisse. Émilie posa sa main contre le grillage. Au revoir, Willow. Merci de m'avoir fait confiance. Je crus voir une oreille frémir vers la voix de ma fille. Un dernier salut. Docteur Chevalier me tendit sa carte. Appelez pour des nouvelles quand vous voulez. Et Monsieur Martin, votre fille, lui a sauvé la vie aujourd'hui. Puis ils partirent. Le van s'éloigna sur le chemin de gravier, emportant Willow vers ceux qui l'attendaient. La première semaine, Émilie dessina des dizaines de lynx aux yeux dorés, toujours paisibles, toujours accompagnée d'une petite fille blonde. Elle les colla partout. Je n'eus pas le cœur de les enlever. Je téléphonais souvent au sanctuaire. Willow prenait du poids, allait bien, mais refusait presque le contact avec l'autre lynx, restait des heures à fixer la clôture. Un mois presque jour pour jour, après ce matin impossible, Émilie déboula dans la maison, renversant presque sa chaise. « Papa, elle est revenue. » Je la suivis dehors, incrédule. Le sanctuaire était à 60 kilomètres. Impossible. Pourtant, au bord de la clôture, dans l'ombre tachetée du matin, se tenait un lynx. Les mêmes yeux dorés fatigués et doux, le même motif de tache que j'avais mémorisé. Le pelage plus fourni, plus sain. Willow, j'appelais Docteur Chevalier, tremblant. Elle est là, devant ma clôture. Long silence. C'est impossible. Attendez 2 minutes. Elle rappela. Son collier GPS indique qu'elle est exactement là où vous dites. Nous l'avons relâchée il y a 2 semaines. Elle ne s'adaptait pas au sanctuaire. Elle passait son temps à regarder dehors. Nous avons décidé de lui donner une seconde chance dans la même zone. Elle porte maintenant un collier GPL. D'après les données, elle tourne autour de votre propriété depuis 3 jours. Comme si elle vérifiait que vous étiez toujours là. Je regardais les yeux dorés de Willow. Elle est revenue vers nous. « Oui », souffla Docteur Chevalier. « En 20 ans de métier, je n'ai jamais vu ça. » Émilie agita doucement la main. « Salut, Willow. Je suis tellement contente que tu ailles bien. » La queue de Willow bougea légèrement. Puis elle recula d'un pas, puis d'un autre, fondue dans les ombres de la forêt. Mais avant de disparaître, elle se retourna une dernière fois. Ses yeux dorés accrochèrent la lumière.
nous retinrent un battement de cœur de plus. Puis, elle s'en alla. On continua à poser, chaque matin, un bol d'eau, et parfois un peu de nourriture près de la clôture. Parfois vide le soir, parfois non. On ne la surprit jamais, mais les données GPS montraient qu'elle n'était jamais loin. 1 kilomètre, 2 parfois, mais toujours revenant longer notre terrain, vérifier la frontière, savoir qu'on était là. On mit les dessins d'Émilie à la fenêtre, tournés vers les arbres, une galerie de souvenirs et d'espoir. Parfois, les matins très calmes, j'apercevais une tache fauve au bord de la forêt, un éclat doré, une ombre gracieuse. Elle n'avait pas besoin de vivre avec nous. Elle avait juste besoin de savoir qu'il existait un endroit où on l'avait vue, accueillie, aimée pour ce qu'elle était, un cœur sauvage cherchant un foyer. Et peut-être l'avait-elle trouvé, non pas entre 4 murs, mais dans l'espace entre les 2 mondes. Là où la douceur d'une petite fille avait rencontré la confiance désespérée d'une créature, où l'amour ne signifiait pas retenir, mais laisser partir en sachant qu'on se souviendrait. 3 mois plus tard, par un matin où la neige saupoudrait les pins, Émilie accourut. « Papa, viens voir. » Dans la neige fraîche, des traces parfaites, grandes empreintes de lynx allant de la forêt à notre clôture, puis repartant. Et à côté, plus petite, un bébé, 3 ou 4 mois, qui apprenait à suivre sa mère dans la forêt hivernale. Émilie souffla, les yeux brillants. Willow a un petit. Je m'agenouillai près d'elle. Nous lûmes ensemble l'histoire des traces. Une mère et son enfant, en bonne santé, passant près de notre maison à l'aube, choisissant de s'approcher, choisissant de partager ce moment, choisissant de dire sans mots « Nous sommes toujours là, nous allons bien, merci ». Et je compris que c'était la fin dont nous avions tous besoin. Pas la possession, pas le sauvetage définitif, juste la certitude tranquille qu'un geste de gentillesse, un instant de confiance plutôt que de peur, avait rayonné dans le monde et créé quelque chose de beau. Ma fille Lapo n'avait pas ramené le danger ce matin-là. Elle était entrée en tenant la patte d'un lynx. Elle avait ramené la preuve que la gentillesse n'a pas besoin d'être domptée, enfermée ou gardée en cage pour compter. Parfois, le plus grand amour qu'on puisse offrir est de voir le besoin d'un autre, d'y répondre sans rien exiger en retour, puis de reculer et de le laisser choisir sa route, en sachant qu'il se souviendra, qu'il reviendra peut-être, non parce qu'il a besoin de nous, mais parce que, quelque part dans son cœur sauvage et impossible, il veut qu'on sache qu'il va bien, que nous avons compté, que notre instant partagé, aussi bref soit-il, a changé nos vies à jamais.